Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons essayer de lire Manon Lescaut de l'abbé Prévost comme une tragédie ancrée dans la réalité contemporaine. Une tragédie, on le sait bien, c'est un genre qui a été beaucoup illustré dans la deuxième partie du XVIIe siècle. C'est un genre de théâtre qui met en scène des personnages de très haute condition, des rois, des dieux même, et qui se passe souvent dans une période extrêmement éloignée ou dans un pays lointain. C'est évidemment pas du tout le cas du monde de Manon Lescaut, puisque dans Manon Lescaut, on peut très facilement dater les événements de l'époque de la Régence, c'est-à-dire de l'époque où on colonise le Mississippi, une époque qui est connue pour une époque de dissipation, de spéculation, et les chaînes de déportation qui interviennent dans le roman à la fin se placent dans les années 1720. On peut donc considérer que le lecteur est tout à fait capable, contrairement à ce qui se passerait dans une tragédie, de dater les événements dans un moment qui est extrêmement proche de l'époque où il vit. Il n'empêche que, c'est ce qu'on va essayer de traiter ici, on peut considérer que ce roman est une tragédie, malgré tout. Et que la réalité qui intervient, même si elle est extrêmement contemporaine, et même si on pourrait parler d'une certaine manière de réalisme, même si c'est pas dans le sens que on donnera à ce terme pour qualifier des romans au XIXe siècle, donc plus tard, on peut considérer que la réalité et le réalisme de ce roman-là sert en réalité, non pas à ancrer dans la réalité contemporaine, mais plutôt à servir d'obstacle à toutes les actions qu'entreprennent les personnages, et en particulier le personnage principal des Grieux. Et donc ce qui est premier, ce qui est le plus important dans Manon Lescaut, c'est cette tragédie, qui est la suite d'actions de la part de des Grieux en particulier, et du choc très violent entre ses rêves et la réalité. Et c'est à ce titre-là que la réalité intervient de manière la plus forte. C'est le drame qui cause les sentiments dominants dans le récit, l'angoisse, le regret, la culpabilité. Et le narrateur des Grieux qui les éprouve et le héros qui les vit, ne sont qu'un seul et même personnage, puisque le dispositif, on le sait bien maintenant, consiste à faire parler des Grieux tout au long, ou presque tout au long de Manon Lescaut, des Grieux qui nous racontent son histoire avec Manon. Donc, comme je vous disais il y a un instant, dans Manon Lescaut, la réalité est toujours un obstacle. Les moments de bonheur sont extrêmement brefs. On en a parlé dans les premiers épisodes consacrés à ce roman. Ils sont brefs, et on pourrait même dire qu'ils sont un peu irréels, un peu en dehors de la réalité. Et si on fait le calcul, au total, des Grieux et Manon n'ont pas passé beaucoup plus de 2 mois ensemble à Paris. Et l'essentiel de l'action, on peut considérer qu'il est une sorte de resserrement de la réalité autour des personnages. Et tout ça, c'est évidemment quelque chose de symbolique. C'est du temps, c'est de l'espace vécu par les personnages et évidemment à travers eux par le lecteur. Et l'espace, la durée, et puis on va même ajouter l'argent, ici, dont parle beaucoup un auteur dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode, qui est un spécialiste de Manon Lescaut, qui a écrit un livre qui s'appelle Prévost romancier, il y a maintenant quelques temps, et qui s'appelle Jean Sgard, et qui donne à l'argent un rôle important dans Manon Lescaut, puisque avec la durée, avec l'espace, les volumes géographiques, ont une valeur qui est obsédante et contraignante, parce que tout ça se réduit de plus en plus autour des personnages, et on court de cette manière-là, comme on le fait dans la machine infernale, comme on dit parfois, que représente la tragédie, vers le dénouement, et vers un dénouement évidemment catastrophique. Et dans le préambule, Prévost, dans l'avis du lecteur, au tout début de Manon Lescaut, Prévost cherche déjà à nous persuader de l'existence de ces personnages, comme si ils étaient de vraies personnes. Et tout est présenté comme une anecdote réelle, comme s'il s'agissait d'un fait divers. Et on pourrait donner un exemple qui est bien visible quand on lit Manon Lescaut. Quand on nomme une ville P, avec des petites étoiles ou un point selon les éditions, ou qu'on donne comme nom à des personnages Monsieur de T,
Monsieur de GM, etc., etc. Évidemment, on s'éloigne du roman, dans le sens, monde de fiction. C'est comme ça qu'on voit le roman, jusqu'à cette époque-là, et très largement, parce que les romans, ils sont, comme on dit, héroïques. Ils racontent des histoires qui sont parfaitement invraisemblables, et qui se passent dans des pays lointains, ou avec beaucoup de voyages, beaucoup d'éléments qui sont, très très loin de la réalité. Et quand on nomme donc une ville P, suivi de petites étoiles ou des personnages avec une initiale, on essaye d'ancrer évidemment tout cela dans la réalité, en aiguisant évidemment la curiosité du lecteur, de la lectrice, mais en présentant tout ça comme un cas, comme une anecdote réelle, un fait divers qui se serait vraiment passé. Et on peut dire que le roman frappe le lecteur par le surgissement assez brutal, bien souvent, de la réalité. Et si on raccroche tout ça à l'interprétation de ce roman comme une tragédie, eh bien on est amené à penser que la réalité, ici, c'est la forme que prend la fatalité, que prend le destin. Et le lecteur, dès le début, doit traverser le réel, la populace curieuse, par exemple, entrer dans la foule, se faire une place pour parvenir derrière Renoncourt, au chariot où se trouve Manon, ou au coin de chambre où Desgrieux est assis. Bon, le roman part dès le départ de la chose vue, comme on dit, c'est-à-dire nous transforme en témoins d'un spectacle qui est tout à fait réel, qui est en tout cas tout à fait présenté comme tel. Mais il n'empêche que le temps vécu, l'espace vécu, la réalité plus largement vécue par le lecteur et vécue par les personnages, eh bien, c'est celle d'une course en avant vers la catastrophe finale. Et on voit que les héros se dépêchent. Et ils se dépêchent, comme on le ferait dans une tragédie, inutilement, en vain, puisqu'ils n'arriveront pas à sortir, à trouver une solution au problème qui est le leur. Les évasions, par exemple, même quand elles sont extrêmement préparées, sont toujours arrêtées par un détail. Le portier qui se trouve à la fin de la course de Desgrieux dans la première évasion et qu'il est obligé de tuer. Un habit qui manque dans l'évasion de Manon quelques pages après, ou la débandade des complices qui ne sont pas là alors qu'ils auraient dû être là. On est toujours avec une réalité qui se présente comme un obstacle à la réussite des projets des héros. Et dans Manon Lescaut, et contrairement aux autres romans de l'auteur d'ailleurs, tous les autres romans qui sont extrêmement nombreux de Prévost, le temps est toujours présent de manière extrêmement précise. La durée ressentie par le lecteur est précisément notée par le narrateur. On peut penser à plusieurs exemples, mais en tout cas, c'est vraiment le temps tragique qui s'accélère, qui oppresse, le temps qui manque à tout le monde. Le premier acte, si on veut l'appeler comme ça, et là je reprends encore cette expression aux critiques à l'universitaire Jean Sgar, le premier acte dure 1 an et demi. 1 mois à Paris, 6 mois dans la maison familiale, et 1 année scolastique à Saint-Sulpice, où Desgrieux passe son temps avec Tiberge à devenir un ecclésiastique. Le deuxième acte, lui, ne dure que 5 ou 6 mois, dont 1 à Chaillot et 3 en prison. Et le troisième acte est encore plus bref, puisqu'il s'agit seulement d'1 semaine, entre le moment où Desgrieux sort de Saint-Lazare et celui où il entre au Châtelet, allant ainsi d'une prison à une autre. Et le dernier acte est significatif dans la mesure où le temps se compte en heures, dans une succession qui est ininterrompue de scènes. La visite du père de Desgrieux à son fils, la confrontation avec le vieux GM, la libération. Il est près de 6 heures quand le chevalier apprend la condamnation de Manon, sa déportation vers l'Amérique, et après, c'est l'entrevue avec Tiberge, avec Monsieur de T, et enfin avec le père de Desgrieux. Et à ce moment-là, il fait nuit. Il fait bientôt nuit, en tout cas. Et le lendemain, le convoi emmène Manon pour Le Havre, et on pourrait dire que le temps travaille contre le héros, et qu'il est toujours dépassé par l'événement, toujours dépassé par la réalité. Et il va porter plainte contre ses domestiques, avant dans le roman, ses domestiques qui l'ont volé, et Lescaut en profite pour débaucher sa sœur. Il est délivré en même temps que Manon est condamné. Le temps, en fait, est toujours mis à profit par les ennemis, par les obstacles. Et Desgrieux est toujours à contre-temps. Au début, il aurait même dû quitter Amiens 1 jour plus tôt, et rien ne serait arrivé. Et il arrive au Havre 1 jour trop tôt, et prend le bateau avant que la lettre de Tiberge n'arrive à la fin du roman. On pourrait ajouter aussi que l'argent
est un autre obstacle, et un obstacle cruel. Manon, il y a beaucoup de notes d'argent dans le roman, beaucoup de chiffres, on pourrait le dire comme ça. Manon, comme je voulais le dire à l'instant, tire 60 000 francs de Monsieur de B. En 2 ans, 7 400 francs sont tirés du vieux GM, 10 000 francs du jeune GM. Bon, on voit que le roman donne une place très concrète à l'argent qui est très, très marquée. Et nous montre aussi que les héros, Manon et Des-Grieux, sont de vrais criminels à un certain moment. Des-Grieux, lui, ne fait pas de cadeau, puisqu'il marchande de son côté le prix d'une course avec le cocher. Et il attend de Renoncourt 4 louis qui lui permettront de voir Manon à la fin du roman. Donc le manque d'argent, c'est aussi une forme du drame et une forme de la réalité dans Manon Lescaut. Des-Grieux veut avoir beaucoup d'argent et il vole ou il triche, et par un retour du sort, il devra payer lui-même les archers pour seulement pouvoir parler à Manon. On pourrait dire que à travers l'argent, on voit aussi d'une certaine façon son destin. Donc l'espace qui se resserre autour de Des-Grieux, le temps qui lui manque, l'argent qui se réduit finalement à 1 écu, montre la même revanche implacable de la réalité et l'éclatement du rêve, de la bulle à laquelle il pouvait croire pendant un certain temps. Et donc on peut dire à ce titre, pour revenir à ce que je disais au début, que le réalisme du roman de l'abbé Prévost n'est pas un réalisme descriptif, c'est un réalisme tragique, qui sert le drame et sa progression. La réalité, elle n'est pas décrite pour elle-même, pour faire une espèce d'inventaire du monde contemporain. Pas du tout. Elle est là pour servir d'obstacle dramatique. Et on revient un peu à la même conclusion que dans les autres épisodes que vous avez à côté de celui-là, c'est que chacun reste prisonnier de son rôle, de sa nature et du choix qu'il a fait initialement. Et dans Manon Lescaut, les faibles retombent dans les mêmes faiblesses. Les hommes pieux, comme Thiberge ou comme le père de Des-Grieux, s'épuisent de manière vaine en bonté, en générosité, en tentative de conviction. Et les personnages, finalement, ne changent pas. Les 3 grands dialogues qui mettent en scène Des-Grieux avec Manon, à Saint-Sulpice, puis chez le vieux GM, puis chez le jeune GM, montrent bien la progression du conflit. C'est-à-dire la progression du drame tragique. On peut le dire comme ça. C'est 3 fois la même scène de dépit et de réconciliation, comme on dit. La scène de Saint-Sulpice, elle est lyrique, elle est pleine de sentiments, qui explosent et qui s'expriment au très haut degré. Toute la lumière est braquée sur le chevalier, à qui Manon oppose sa beauté, ses larmes, sa coquetterie. Plus tard, chez le vieux GM, elle fait preuve de beaucoup plus de naturel, d'esprit, de décision. C'est elle qui dirige le jeu. Et dans la dernière scène, celle chez le jeune GM, son fils, elle manifeste le mieux la distance qui sépare les amants, la douleur de Des-Grieux d'un côté, et l'inconscience et l'ambiguïté de Manon de l'autre côté. Mais en tout cas, aussi sa bonne foi. Et on peut dire que c'est le registre de la tragédie, avec des personnages qui sont ni tout à fait bons, ni tout à fait mauvais, comme on dit, qui sont de bonne foi. Et dans cette scène-là, la dernière, les amants sont vraiment à égalité. Manon est parfaite de vérité, de tendresse, et Des-Grieux, de l'autre côté, est arrivé au point extrême de contradiction avec lui-même. Et c'est l'incompréhension réciproque entre les deux qui est en fait donnée dès le début du livre. Le malentendu, le quiproquo moral qui se montre ici de manière très, très forte. Et on peut dire que le dilemme est parfaitement insoluble et que ça nous ramène à cette vision très pessimiste de l'existence humaine qui est celle de l'abbé Prévost. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de Manon Lescaut, lu comme une tragédie ancrée dans la réalité contemporaine. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.